Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Blablaman, le talk, on est sur Fréquence Mistral 99.3, ici à Digne-les-Bains, et je vous rappelle avec François. Bonsoir François. Salut tout le monde, salut Pascal. Et ce soir nous recevons comme invité Lionel. Salut. Bienvenue Lionel, et encore une fois merci Odile pour la technique. L'hiver s'installe les amis, avec ces jours trop courts et ce froid qui semble agrandir le chagrin. Dans le silence des soirées, les absents reviennent, les regrets aussi, comme autant de nœuds dans le bois de la mémoire. Alors je pense à des ateliers d'ébénistes, aux gestes patients qui transforment une planche brute en objet précieux. On y apprend que le bois fissuré n'est pas bon à jeter, il suffit de le reprendre, de le travailler, de l'assembler autrement. Peut-être que le chagrin en hiver ressemble à cela, une matière sombre qu'on ne peut éviter, mais qu'on peut tailler, poncer, polir, jusqu'à en faire quelque chose qui tient debout. Au cœur de la saison la plus froide, c'est dans cette patience-là que se garde encore un peu de la chaleur. Voilà, donc le chagrin, l'hiver, on y est, ça y est, il commence à faire froid, même si ici il fait toujours beau, mais ça caille. Donc pour introduire un peu cette émission, on va commencer par un petit micro-trottoir. Donc je suis parti hier dans la galerie marchande de Carrefour pour poser une question aux passants qui étaient à Carrefour, qui est une question que Lionel nous a transmise, à savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a un chagrin? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un chagrin? Alors moi, quand j'ai un chagrin, en général, je me réfugie dans la nourriture. J'ai tendance à manger. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un chagrin? Je mange de la pizza. D'ailleurs, elle est en train de manger. Oui. Moi, quand j'ai un chagrin, généralement, je pars en montagne ou je vais faire du sport ou je me retrouve seul dans la nature. Je profite, quoi, tout seul. Moi généralement quand j'ai un chagrin, je pars, je fais un petit tour de voiture, alors je rejoins 2-3 amis à moi pour boire un coup et essayer de faire passer le temps. Vous faites rien? J'attends qu'il passe. Vous attendez qu'il passe? Oui. Ok, merci. Quand j'ai un chagrin, je pense que la première chose que je veux faire, c'est me changer les idées. Donc sortir, voir du monde, faire autre chose, penser à rien et m'amuser en fait tout simplement. Moi quand j'ai un chagrin, je vais sortir et je vais essayer de me changer les idées, de voir des gens qui vont me rendre heureuse quoi. Voilà, c'est surtout voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un chagrin? Je pleure. Okay. Moi, je pense que je pleure, je fais presque que ça. Voilà, je fais que pleurer. D'accord. Et toi? Je pense que je m'en remets vite en regardant des séries, simplement. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand t'as un chagrin? Moi, je pense que j'écouterai de la musique. Plus simple. Tout simplement? Ouais. Trop bien. Petit medley de qu'est-ce qu'on fait quand on a un chagrin. Lionel, je te rappelle le concept de l'émission avant que ça démarre. Donc on a une petite heure pour parler des ruptures, de tes ruptures, de tout type de ruptures que tu veux, des ruptures amoureuses, des ruptures de travail, des ruptures d'anévrisme, tout type de ruptures que tu as envie d'aborder. L'idée ici à Blablaman, c'est de donner la parole à des hommes pour qu'ils puissent parler de leurs émotions, d'avoir cet espace. Et donc voilà, tu nous as gentiment invité à dire qu'est-ce qu'on fait après une rupture, donc on a du chagrin. Donc je te retourne la question une fois que tu as entendu un peu ce micro-trottoir. Qu'est-ce que tu fais Lionel toi quand après une rupture, un chagrin? Je sais pas si j'ai un mécanisme automatique, mais c'est vrai que j'ai l'impression de me renfermer un peu sur moi-même, m'isoler, certainement chercher un peu le silence, la retraite, je crois. Souvent ça a été dans cette démarche-là. Mais là, c'est quand on parle de chagrin, souvent affectif, amoureux, idéologique, quand il y a des choses qui blessent un peu. Je pense que c'est un peu ce comportement-là que j'ai mis en place régulièrement. Ok, d'accord. Quand tu parles de retraite, c'est quoi exactement? Quel type de retraite? Il y avait comme similaire à un témoignage, c'était peut-être aller prendre l'air, me reconnecter avec des choses un peu plus essentielles, nature. Quand je vivais au bord de la mer vers Marseille ou ailleurs, c'était certainement aller dans l'eau, aller mettre la tête sous l'eau, aller nager,
Là, depuis que je suis à Digne, ça a été me tourner vers l'extérieur, marcher, aller en montagne, m'isoler, me perdre. Et des fois, c'était marcher sans savoir vraiment où j'allais, mais c'était aller peut-être essayer de me fatiguer, m'assommer. C'était un peu la démarche. Ok. François, tu fais quoi toi quand t'as un chagrin? Quand j'ai un chagrin, j'avoue, le sport, c'est pas mal. J'aime bien me tourner vers le sport. Et puis voir du monde, ouais. J'aime pas trop m'isoler. D'accord. Contrairement à Lionel. Ok. Bien. Et toi? J'aurais plutôt tendance à faire ça aussi, à avoir cette envie d'aller me mixer avec des gens, de changer d'idée, même si je trouve que dernièrement, il n'est pas inintéressant de pouvoir s'isoler un petit peu. C'est pas forcément évident, mais je trouve qu'au final, en fait, ça fait du bien. Voilà, donc petite intro autour du chagrin. Donc on va parler de tes ruptures. Normalement, tu as fait tes devoirs et donc tu vas arriver avec... J'ai fait mes devoirs. Il a fait ses devoirs avec 3 ruptures, donc les 3 plus grandes ruptures de ta vie. On va essayer d'en parler avant. Qu'est-ce qui se passe avant la rupture? Qu'est-ce qui se passe pendant la rupture? Et puis qu'est-ce qui se passe après? Et donc François, notre expert en coaching et autres tirages divinatoires, est là pour t'accompagner dans cette démarche. Et donc je te file la main, cher ami Françoise. Eh ben c'est parti. Virgule. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Donc Lionel, voilà, comme l'a annoncé Pascal, on va attaquer cette première partie et on va parler de avant la rupture. Et pour commencer avec ça, tu vas nous exposer un petit peu les 3 ruptures de ta vie, les 3 carrefours de ta vie. Alors, j'ai essayé d'être un peu symbolique. La rupture vraiment affective avec la mère de mes enfants, qui est assez récente. On en discutera après, mais au final difficile à dater le terme de rupture clairement, parce que au final c'est un process, j'ai l'impression, mais on y reviendra. Donc il y aura celle-là. Il y a une rupture symbolique, un peu freudienne, je pense, un gros clash avec ma maman, où à un moment donné, je pense là, il y a eu un gros changement dans nos rapports que j'ai un peu provoqué, où ça a été assez brutal. On peut parler de rupture. Et après, clairement, revenir au corps quand j'avais 23, 24 ans. Une grosse blessure à l'épaule qui m'a demandé 4 mois de mise au repos qui m'ont pas mal remué. Donc voilà, une grosse rupture, le corps a lâché à un moment donné. Ok. Voilà les 3 points qu'on va aborder. J'ai fait mes devoirs. Tu as bien fait tes devoirs. Bravo. On en parlait un petit peu à la dernière émission avec Pascal et du coup ça me permet de te relancer un peu là-dessus. Par rapport du coup à cette rupture physique, est-ce qu'il y a une rupture psychologique en parallèle ou pas? Alors, à cette époque-là. Je sais pas ce que tu entends vraiment par rupture psychologique. Il y a eu un changement. Ça a engendré, je pense, une prise de conscience et un changement dans ma posture et dans ma réflexion. Et peut-être, j'ai eu l'impression à ce moment-là, je crois que j'étais un grand ado assez tardif jusqu'à cet âge-là, où j'étais un peu impulsif, un peu foufou, à prendre des risques. On continue toujours, on me le fait remarquer de temps en temps, mais je crois qu'à ce moment-là, j'ai quand même pris conscience que j'étais pas indestructible, et puis voilà, je devais commencer à être un peu plus indépendant, un peu plus autonome, et il fallait que je prenne conscience que mon corps faisait partie du tout et qu'il fallait que j'emmène le plus loin possible. Donc il y a eu cette révélation là un peu, je pense, à ce moment-là. Mais c'était un accident Ouais, c'était un accident. C'était un accident, pour parler clairement. C'était à 2h du matin dans la neige avec des copains, dans un état d'ébriété assez élevé, et qui a eu des conséquences. C'était un jeu qui a fini par être une bêtise. Ça a eu des conséquences assez importantes sur l'après, parce que le boulot que j'avais pris, ça a lâché. Moi, vu qu'il était toujours très actif, toujours dehors, tout ça, d'être alité pendant 3 mois, ça m'a rendu complètement fou. J'ai pas accepté cette mise au repos. Donc, voilà, c'était... Ok, vraie rupture, quoi. Un vrai changement. Je continue à faire le con un peu de temps en temps, mais autrement. Donc oui, qui dit rupture dit changement. Et donc passer d'un état premier à un état... Je pense que ça a été mon entrée dans la vie d'adulte. Ok, super. Cette prise de conscience-là. Ouais. Donc on va rester finalement sur cet avant.
avant ce moment-là, alors, et au niveau de tes 3 ruptures, après, on te laisse choisir et imager tout cela avec ce qui vient résonner. Je vais te proposer le tirage d'une carte, et pour venir parler de cet avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant tout ça? Et je te laisse en choisir une, au hasard. Alors là, François est en train de présenter un éventail de cartes que Lionel est en train de tirer. C'est incroyable. Attention, c'est... Alors, on voit le visage, un peu 3 quarts de profil d'une poupée au visage féminin, très gracieux, très souriant, un peu une poupée, on dirait une poupée un peu Walt Disney quand même. Ça pourrait être la Reine des Neiges. Et il y a écrit sourire. Voilà. Voilà cette carte. Il faut que maintenant je dise... du coup, alors, par rapport à cette carte, est-ce que si on se projette dans l'avant rupture, dans l'avant de tes ruptures, qu'est-ce que ça résonne? Le sourire, c'est quelque chose de positif, de gai, d'enjoué, d'agréable. Donc, avant rupture, je pense qu'il y a ce côté assez facile. Ouvert, on va parler de bonheur, de plénitude et de quelque chose qui est agréable à vivre. C'était ton état avant les ruptures, je pense, carrément. Ok. Ouais. Forme de légèreté, naïveté et bonheur, ouais. Ok. De dire que avant la rupture, en fait, de pas spécialement, on parlait du chagrin au début, d'être dans le chagrin, mais de dire qu'en fait tu es content de dire que tu vas passer à autre chose si ta décision est prise. Ah, alors attends. On est sur 2 choses. Voilà, attends. Ouais. Ok. Avant que la rupture se présente, je la conscientise pas, donc je me prépare pas. Pour moi, le principe de la rupture, c'est qu'elle est peut-être soudaine, accidentelle et imprévisible. En tout cas, c'est comme ça que je la conçois. Ce qui pourrait laisser de la place à quelques sourires dans une forme d'insouciance de ce qui est en train d'arriver, peut-être. Oui, voilà. Ok. Pour revenir sur la rupture physique, je crois qu'il y a ce côté, avant que le corps lâche, je pensais que je pouvais tout faire. Je pouvais sauter dans toutes les positions, je pouvais sauter de 2 étages sans me faire mal, me rouler dans la terre sans me blesser, aller faire le cake en ski ou en VTT ou quoi, et que je reviendrais à la maison tout entier. Et donc voilà, il y avait une sorte de légèreté, naïveté, avec le sourire. On avait envie de croquer la vie, et être sans stress. Ok. Voilà. Ok. Et donc du coup sur le sourire, et puis je reprends un petit peu ta carte avec cette poupée, avec cet objet d'un sourire inerte. On pourrait dire un sourire de façade. Est-ce que tu penses que à travers tes ruptures, ce sourire était un peu de façade à ce moment-là? On va quitter la question du corps, de la rupture du corps, pour revenir sur les relations. Ouais, ce sourire de façade, je vois ce que tu veux dire. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, avant que rupture se fasse, on va parler de la relation avec la mère de mes filles, ou avant que ça explose et qu'il y ait quelque chose de brutal qui se fasse, on était dans une sorte de... On croit que c'est ok. Ouais. On se ment un peu peut-être à soi-même en ne voulant pas regarder ce qui potentiellement merde. Quand tu dis on, tu parles de toi là ou de toi je pense que c'est réciproque. Okay. J'ai pas envie de dire, en tout cas là dans cette situation-là, qu'il y avait quelqu'un de plus heureux ou plus malheureux que l'autre, et qu'il y avait une sorte on était dans... Après 13 ans de vie commune, je pense une forme de routine et de bien-être. Je pense qu'il y avait du bonheur et il y avait quelque chose d'agréable et de bon, mais il y avait peut-être aussi un peu de retenue et d'acceptation de certaines choses. Et on a pu en parler après, parce que pour parler de cette rupture-là, même si elle a été... Alors difficile à cibler le quand comment, on en reviendra. C'est qu'aujourd'hui on est capable de se voir et de parler et d'avancer sur cet événement-là. Et je crois qu'il y avait une conscience que tous les deux, quelque part, on s'était peut-être oubliés sur les dernières années. Donc ce sourire de façade, c'est qu'aux yeux des autres, on était un couple beau, heureux, qui allait bien, mais en fait, il y avait quelque chose
alors sans se mentir à soi-même, il y avait certainement une forme d'insatisfaction, une sorte d'incomplétude, et peut-être aux yeux des autres, tout paraissait beau et nickel, mais en fait, en creusant le truc, et voilà, et à un moment donné, peut-être ce sourire de façade tombe, et il y en a un des deux qui prend une décision, qui fait un choix, qui vient amener à bousculer les choses. Et là la rupture s'enclenche. Donc oui, peut-être ce sourire de façade vient révéler que peut-être avant la rupture ne vient pas de nulle part, c'est pas voilà, la foudre qui débarque comme ça sur le couple et vient tout éteindre, c'est plus c'est un cheminement mais qu'on voit pas venir. Un cheminement un peu aveugle qui est d'un coup surgi et vient faire mal au couple et créer rupture. Un peu comme ça que je l'analyse. On vient révéler peut-être une forme de déni qui peut exister, ok. Voilà. Super. On vient examiner, c'est vrai qu'avec l'œil, puisqu'on vient parler de nos ruptures, donc c'est qu'elles ont été déjà vécues. Donc on le fait avec ce recul-là et on le regarde avec toute l'introspection qu'il y a pu y avoir à l'occasion de tout ça. Et du coup, il y a des choses qui, sur le coup, on ne le voit pas venir forcément, on n'entend pas, mais avec le recul on peut se demander, et c'est intéressant de se poser la question et de se dire ok, à ce moment-là réellement je me sentais comment juste avant cette rupture. Avec le recul je peux me permettre de le dire dans quel état j'étais, mais sur le moment essayer d'être dans la projection. J'étais dans une forme de, je pense, de croyance. Que c'était ok. Ouais. Et il y avait une forme de non-conscience, c'est-à-dire que peut-être que j'étais justement pas assez lucide sur ce qui était clair, peut-être que j'écoutais pas assez l'autre, peut-être que je me regardais pas aussi à ce moment-là, que je me laissais un peu embarquer par le fil de la vie, un peu cette routine là qui t'embarque, et que ouais, il y avait une forme un peu comme un brouillard, mais un brouillard agréable. C'est-à-dire, c'est ok. Mais je regarde pas trop, en gros. Voilà. Sans se voiler la face, sans vouloir être dans le déni volontaire ou dans l'évitement. Il y a des plus, c'est, les choses sont et c'est ok, même s'il y a des choses qui sont pas parfaites, on les accepte, c'est ok. Peut-être qu'un jour on se fait la gueule, mais c'est normal, c'est ok, on se connaît depuis longtemps, et du coup, je pense qu'on fait pas attention à des petits signaux qui auraient pu être précurseurs et annonciateurs de choses. Ouais. J'ai une image, moi, qui me vient, c'est ce que on n'est pas au volant de sa voiture, et puis il commence à y avoir un peu des bruits, puis on se dit, ça roule, et puis ça marche, en fait. Puis ça avance, puis concrètement, c'est des petits bruits, c'est pas grand chose. Et puis finalement, on se laisse gagner petit à petit, on va toujours plus loin, avant de s'arrêter et regarder, parce que c'est le plus compliqué, c'est de s'arrêter et regarder. C'est le voyant moteur rouge qui s'allume sur ton tableau de bord et tu dis j'irai le mois prochain. Ouais, voilà. C'est ça. Non, et en plus, tu peux le dire, là, nous, dans notre situation, ce qui était le cas, c'est que, on va dire que l'année qui est passée avant, moi j'étais plus ok qu'elle, je pense, dans la situation. Et à un moment donné, elle avait pu évoquer le fait qu'il y avait besoin peut-être de médiatiser une communication qu'elle n'arrivait pas à mettre en place. C'est-à-dire soit qu'elle avait envie de me dire des choses ou poser des choses, c'est compliqué. Et elle faisait part d'une difficulté, mais qu'elle avait envie de la travailler. Elle me dit, j'ai envie d'être heureux avec toi, est-ce qu'on pourrait pas aller voir un thérapeute pour nous aider à être heureux? Et moi je dis, mais moi je suis ok là-dedans, si tu dois aller voir un thérapeute, c'est toi, c'est pas nous. Donc il y avait déjà quelque part quelque chose un peu d'annonçateur là-dedans. Des petits signaux. Des signaux, des bruits de la voiture. Des bruits de la voiture. Super. Côté de l'avant, toi Pascal, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, mais effectivement ce côté de signaux faibles qui en fait des fois, alors on le redit encore une fois, c'est très facile d'en parler avec du recul. Effectivement, quand on est dedans, les signaux faibles, on a du mal à le voir, forcément parce que ce sont des signaux faibles. Et avec le recul, on se dit c'était peut-être pas, c'est pas rien. Par contre, est-ce qu'il y a des, je me dis là-dedans, dans cette phase, là tu nous présentes un processus en fait, ce qui est intéressant. C'est comme ça que je l'entends. Un processus où en fait, en gros, tu vois des choses en disant en gros je fais des concessions, je suis en couple, je fais des concessions, un couple c'est des concessions, c'est ce qu'on entend souvent, on va dire,
Maintenant, on peut en parler. Est-ce que justement, il faut faire ces concessions? Et puis, en gros, d'arriver à un moment où il faut marquer un changement, et donc ce changement est marqué par la rupture. Toi, en termes de signaux forts, est-ce qu'il y a des choses qui, justement, étaient apparues, tu t'es dit, en fait, on veut même pas les aborder Après, alors il y a eu plein de signaux, même après 13 ans, même peut-être très vite, je voyais qu'il y avait des différences. Mais c'était beau, cette différence-là dans le couple. Je pense qu'au début, elle m'inquiétait pas, au contraire, je me disais, tiens, on est deux entités, deux personnalités différentes. Alors, il y a un gros tronc commun, d'où l'amour et la relation qui est née, et puis on a eu nos enfants, donc il y avait un chemin ensemble, mais on était, je pense, dans le respect mutuel d'être ok sur nos envies et nos désirs respectifs, tout en essayant de se respecter et d'être ok aussi ensemble. Mais il y avait, je sais pas, des attitudes, des propos, des pensées ou des désirs qui n'étaient pas toujours compatibles à 100%, qui sur le moment on dit c'est pas grave, c'est notre différence, mais avec le temps, plein de petites différences s'associent. Et voilà, le petit bruit de la voiture s'associe avec un tremblement d'une vitre qui ferme plus, après il y a autre chose, et après ça s'amplifie, et de la poussière devient une grosse boule de neige qui avance, et là on focalise un peu plus petit à petit sur ce qui dissonne dans le couple plutôt que ce qui consonne. C'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Plus tu avances et plus tu t'autorises à faire des réflexions, à reprocher ou pas être en désaccord, plutôt d'accepter l'autre, tu viens pointer du doigt ce qui dysfonctionne. Alors c'était pas très important chez nous, je crois qu'on a essayé de se préserver de ça, mais c'est vrai que avec le recul maintenant, je vois très bien que depuis ce qui nous sépare aujourd'hui, qui nous a séparés il y a quelques mois, était presque prévisible quand on voit tout ce qui dysfonctionnait. Mais c'est comme s'il y avait les ingrédients sont arrivés les uns après les autres. Mais je crois qu'on avait quand même ça veut pas dire que dès le premier signal, on aurait dû s'arrêter. Je pense que on avait tout ce chemin à faire ensemble, et c'est ok avec ça. C'est dire, voilà, on a eu une histoire, on avait des choses à faire ensemble, et c'est de mettre fin à ça qui a été compliqué, qui est brutal. C'est et de la rupture, c'est ce qu'on amène la rupture. Mais donc, est-ce qu'il y avait des signaux qui... Alors, je sais plus, peut-être que je me perds un peu dans ce que tu m'interroges, mais vas-y. Il y avait des signaux, mais c'est pas des signaux où j'aurais dû... Autant, j'avais eu d'autres relations par le passé, où des fois je me suis aventuré, je suis resté 4-5 ans avec une nana, où très vite je savais que ça allait être la merde, vraiment pour parler clairement, et que j'étais dans une relation toxique. Et j'aurais dû m'arrêter bien avant parce que je l'avais senti venir. Mais quelque chose m'a aspiré là-dedans, voilà, ça a été une histoire. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai pas été dans une fausse relation toxique où il y avait des sortes de signaux qui m'auraient dit que j'aurais dû être alerte pour plus tôt. C'est pas le cas. C'est plus... Il y avait un chemin à faire ensemble, et au bout d'un moment, ce chemin, nos chemins doivent se séparer. C'est plus ça. Ok. Du coup, ça me permet juste de rebondir, et pour peut-être conclure cette première partie, avec cette question, est-ce que tu penses que la rupture était évitable? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment, sur ton chemin, il y avait une patte doigt, et si je restais à gauche, en fait, ça continuait. Si on part à droite, alors ça dépendait pas que de toi, mais d'un point de vue général, est-ce que tu penses qu'en fait, une rupture est évitable? J'ai envie de dire que oui, mais ça ne veut pas dire que la mienne était évitable. Ok. Mais je pense que certaines sont... Alors je sais... C'est en théorie ou en pratique, là, à ton avis, quand tu dis ça? Est-ce qu'en théorie, on va dire... Oui, en théorie... En théorie, c'est une rupture est évitable. En pratique, est-ce que c'est évitable? Au final, j'ai envie presque c'est non. S'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas d'accident possible. On pourrait être dans quelque chose de très simple et très lisse qui permettrait d'éviter tout risque de rupture, mais ça serait l'ennui et la mort, je pense, qui arriverait très vite. Donc, ouais, au final, il y a la réponse là-dedans. Après, alors est-ce que c'est... J'ai quand même envie de me dire... Moi, j'ai cru qu'elle était évitable, cette rupture. Pour parler clairement, dans la situation où c'est là où moi j'arrivais pas à savoir quand a été la rupture dans mon couple. J'ai du mal à la dater. C'est comme s'il y avait eu un processus de rupture plus que vraiment. Alors il y a eu un événement qui a été
qui a mis à mal, qui a rebattu les cartes et les codes de notre vie de couple, avec l'introduction d'une tierce personne dans le couple, qui a été violent, mais en même temps qui avait été idéalisé et accepté en disant et pourquoi pas. Et donc dans ce processus, c'est là où je dis, je pense que du coup pendant 1 an, j'ai été dans le process de pourquoi on pas. essaye d'éviter la rupture, parce qu'il pouvait y avoir rupture. J'aurais pu refuser ce scénario-là et dire je me casse. Mais j'avais pas envie. Je trouvais que dans l'idée, pourquoi pas, parce qu'autant que pour elle, pour moi, on était déjà dans des réflexions de vie de couple, on va dire un peu de l'amour libre et du couple libre. On était dans ces réflexions-là. Mais je pense qu'il faut être quand même assez clair, accompagné, lucide, il faut communiquer. Je pense qu'il faut poser des jalons dans ce genre de scénario. Et je crois qu'on s'est aventuré sur un terrain où on ne connaissait pas les codes. Elle comme moi, et on y allait un peu à l'aveuglette. Alors moi, j'ai essayé d'émettre des freins à un moment donné, des résistances, en disant, ça n'a pas été entendu. Et là, en fait, la rupture, ça commence à s'enclencher. Où dans ce nouveau scénario de vie, on n'a pas regardé les choses de la même manière et voulu poser les jalons qu'est-ce qu'il y a encore de commun dans tout ça. Et donc là, pour moi, il y a eu le délitement, mais j'ai quand même voulu attendre en disant peut-être que le temps fera assimiler les choses et peut-être que c'est pas la rupture ne viendra pas, mais c'est juste une douleur, une souffrance, comme des fois on se réveille le matin, on a mal quelque part, et bon, est-ce que c'est grave ou est-ce que ça va passer? Et puis très souvent ça passe. Oui. Et je m'étais dit ça, tiens, on est dans une mauvaise passe, on va avancer dans notre couple, voilà. Mais au final, cette douleur a été trop longue, trop diffuse, et au bout d'un moment un peu insupportable, et je crois que j'ai provoqué je suis allé au-delà des capacités du corps à accepter cette douleur-là, et la rupture s'est faite. Ok. Mais il y a eu la volonté de la maîtriser, de la contrôler. Bon ben, on va en parler justement dans cette deuxième partie, parce qu'enfin, qu'est-ce qui se passe pendant la rupture. Donc, petite virgule et on y va. Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Ouais, hein. Putain, c'est la merde, quoi. Donc, Lionel, voilà, qu'est-ce qui se passe pendant la rupture? On a envie de commencer avec ça. T'es capable de nous définir une émotion qui domine ce qui s'est passé pendant ta rupture? Je crois l'émotion. Alors, je sais pas. L'émotion, je ne sais pas, mais la sensation, c'est vraiment il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a le sol. Je perds pied. Il y a quelque chose tout s'effondre autour de moi, tout ce que j'avais construit. Et alors, c'est à la il doit y avoir c'est même pas de la peur, je sais pas, c'est vraiment une prise de conscience où d'un coup tout éclate, comme si on était face à un spectacle qui nous laisse bouche bée, on sait pas quoi penser de tout ça. C'était parce que c'était là dans ce processus là, pour revenir sur la rupture du couple. C'était au final prévisible dans ce cheminement, parce que ça a duré quand même 1 an, ce process, où pendant 1 an il y a eu l'idée de un jour ça va péter, est-ce qu'on va y arriver à tenir, mais ça risque de péter. Et malgré que tu te dises peut-être que je vais pas tenir, et je vais certainement, ça va s'arrêter. Même si tu le conscientises, au moment où tu le verbalises et que tu l'actes, tu prends conscience, et c'est comme si tu ouvrais, il y a les yeux, les oreilles, il y a quelque chose qui éclate. Alors je sais pas si ça tombe, si ça implose, si ça explose, et quelque part c'est très vertigineux. C'est plus, peut-être une sensation de vertige, alors si l'émotion, sensation, ce serait le vertige. Ok. J'ai mis du temps à le sortir le mot, mais c'est ça. Désolé. On a le temps, et quelque part, est-ce que ce vertige, tu peux le calquer sur tes 2 autres ruptures, ou ça n'a rien à voir?
Ouais, carrément. Ça serait en lien. Pour revenir à la rupture physique, il y a eu à un moment donné justement de ne plus savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Enfin voilà, qu'est-ce que je fais maintenant. Puis à 23, 24 ans, c'est le moment où on s'en bat les couilles de tout est possible, on fait des rencontres, on a le feu en soi et donc on croit que tout est possible et en fait là on se rend compte il y a un petit truc obstacle, c'est non, en fait non, tout n'est pas possible. Et donc là justement il y a des murs, des cloisons, en fait le chemin qui était complètement ouvert, éclaté, le champ des possibles infini d'un coup se réduit. Alors c'est quelque chose qui j'étais pas préparé à ça, du coup les taux se resserrent. Oui, il y a du vertige là-dedans parce que je pensais que j'avais le temps encore de pas me poser de questions et que là il fallait que je me pose des questions et ces questions-là elles devenaient fondamentales, clair. Mais voilà, il y a une vertige par rapport à ça. On n'a pas trop parlé de la rupture maternelle. Mais on va pouvoir en parler après. J'essaie de faire le lien là. Je crois ce qui a été vertigineux du jour où j'ai dit stop dans une relation qui était pour moi, je pense, un peu toxique. J'ai pas envie de dire ça parce qu'aujourd'hui je l'aime, ma mère, mais la manière dont nous avons géré notre relation, elle était pas saine à un moment donné, un peu trop proche, un peu trop. Je la trouve, elle était très intrusive, ma mère, dans ma vie privée, mais c'était pas malsain, c'était juste son côté très maternant, un peu envahissant. Et au moment où j'ai dit stop, et il y a eu une scène qui était assez violente. Les quelques heures qui ont suivi, alors j'ai eu besoin, j'étais soulagé de m'être autorisé à dire ça, d'avoir mis un stop et d'avoir mis le holà, mais je me rappelle être parti en voiture après et que j'étais un peu dans un flou, comme si j'avais perdu un repère. C'était il y avait un autre ordre de vertige, c'est que waouh, maintenant j'ai dit au revoir à ma mère d'une certaine façon, en tout cas à une relation, enfin un mode de relation, et je me suis beaucoup posé la question. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois qu'on va se voir et comment on va reconstruire le lien maintenant? Alors ça a été long, parce qu'en gros il y a eu rupture, parce qu'il y a eu de la distance pendant un temps qui était nécessaire, je pense, pour moi et certainement pour elle, pour conscientiser tout ça et pour pouvoir repartir. Donc ça aussi ça a été assez vertigineux de dire waouh, qu'est-ce que je fais ça, parce que maman c'est sacré quand même, enfin voilà, c'est quelqu'un de fondamental, je peux pas l'oublier, donc ça c'était assez flippant aussi. Ok, bon alors avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, on va faire une petite pause musicale. Oui. Tu nous as fait plus que tes devoirs, tu nous as ramené une musique pour c'est une musique un peu punchy là. Alors que si tu nous l'annonces, pourquoi tu as choisi cette musique? Quand ça va pas, ou quand il y a eu un coup de blues ou quoi, alors souvent j'ai besoin d'être dans ma bulle, tout ça, mais je peux avoir une vie un peu même d'ermite et assez calme, assez ascète, mais de temps en temps j'ai besoin que le bulldozer se remette en route et il y a quelque chose, j'ai besoin d'aller puiser une énergie, et il y a quelques morceaux de musique dont celui que j'ai proposé, que j'écoute depuis que j'ai 16-17 ans quand il est sorti. Le groupe Birdie Nam Nam qui fait partie de de mon échine musicale, on va dire comme ça. Donc, de temps en temps il arrive et il fait du bien. Alors écoutons l'échine. De retour sur Fréquence Mistral, Blablaman, le talk, en direct avec Lionel. François, je crois que tu as des questions à poser à Lionel. Bah oui, on vient d'écouter, comme tu l'as appelé, le bulldozer avait besoin de revenir. Ça me plaît beaucoup. Et du coup, il y a plein de questions, tu as commencé d'ailleurs à les aborder. C'était quoi, quelque part, le schéma de pensée qui était là au moment de la rupture, au moment de tes ruptures? C'est quoi qui vient? À quoi on se raccroche? Tu as parlé de vertige, tu as parlé de vide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point le cerveau se raccroche à des choses. Et ça serait quoi pour toi le schéma de pensée principal qui était là à ce moment-là? Le schéma de pensée, alors ce qui m'a...
je sais pas ce qu'est le schéma de pensée, mais en tout cas, l'état d'esprit dans lequel je suis depuis toujours, c'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Vraiment un truc de simple, de base, hein. Rien à Ton inventer. mantra. C'est un peu le mantra, et du coup, très vite, j'ai voulu me dire, comment utiliser l'énergie que je viens de recevoir, parce qu'en fait c'est ça, c'est une énergie, la rupture, enfin la prise de conscience, la révélation, enfin le renouveau là qui s'ouvre à moi, qui est violent, parce que sur le moment c'est agressif, c'est déstabilisant, mais comment attraper cette énergie là pour me relancer. Je pense que ça va aussi en lien avec, alors c'est une activité sportive que j'ai fait occasionnellement, je l'ai fait, j'en suis reparti, c'est un peu comme l'aïkido, c'est utiliser l'énergie adverse et la retourner, se l'approprier, la faire rentrer dans son corps et la restituer. Et je crois que c'était ça, ou l'envie de me dire, waouh, là il vient de me passer un truc énorme dessus, c'est déstabilisant, mais qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, essayer de m'obliger à le regarder autrement et de dire, comment j'avance avec ça? Ça n'a pas été facile, seul. Après, moi, il y a aussi une autre dimension, un peu, on va dire, ésotérique, mystique, qui me suit depuis longtemps, où j'ai besoin d'aller me fouiller un peu, me dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Alors là c'est physiquement, je suis atteint, j'ai mal, mais en fait à d'autres niveaux, qu'est-ce qui se joue. Donc alors dans mon quotidien, dans ces périodes-là, j'ai tendance à avoir une hygiène de vie qui est pas très recommandable, on va pas le mentir. J'ai pu beaucoup boire, sans que ça vienne altérer ma vie à côté. Je crois que j'ai pu trouver un équilibre là-dedans, même si c'est pas recommandé et pas louable. Et aussi occasionnellement alors j'ai besoin d'être seul souvent, mais après le bulldozer revient, j'ai besoin d'exploser et je fais faire des grosses fêtes, et des grosses fêtes qui s'associent des fois à des consommations aussi, de la polyconsommation, et que j'ai pu faire qui était pas dans une démarche je quitte, je veux m'oublier, j'ai envie de m'abandonner, j'ai envie de fuir, c'est plus j'ai envie d'explorer. Il y avait une petite démarche un peu chamanique là-dedans, je crois. Voilà. Est-ce que tu arrives à identifier des moments clés? La bascule, comme je dis, il y a le côté un peu retrait au démarrage, puis à un moment j'ai besoin de remettre le bulldozer. Est-ce que là il y a des moments clés? Est-ce que tu identifies des choses? C'est peut-être une discussion, c'est une prise de conscience, plus sur la forme, quoi. À quel moment ça arrive, ce truc-là? Alors je pourrais pas vraiment je l'ai pas identifié comme ça. C'est que, alors malgré le besoin quand ça va pas d'être isolé, je suis depuis toujours quelqu'un d'assez sociable, qui est régulièrement en relation avec les amis, la famille, surtout les amis, la famille, non, c'est pas vrai. J'ai une relation assez typique d'ailleurs, de gérer la temporalité de mes relations familiales. Mais toujours très entouré à plein de réseaux amicaux différents. Et donc souvent sollicité par des échanges. Et en fait, je vais fuir quand ça va pas, tous ces échanges-là, m'isoler. Mais à un moment donné, il va y avoir quand même un message ou deux, ou une invitation, une proposition qui va être faite, et là, je vais dire, celle-là, j'y vais. Même si j'ai pas envie, je me force, j'y vais. Ça peut me faire du bien, je peux pas rester indéfiniment caché sous ma couette, entre guillemets, symboliquement. Donc il va y avoir... Mais je sais pas s'il y a un déclic. Je l'ai pas identifié en tout cas. C'est plus une opportunité qui arrive, et allez, tiens, je réouvre les portes, quoi. Tu veux dire que là, dans les 3 ruptures, t'as pas vraiment de moment clé du pendant, genre waouh, là il s'est passé un truc, quoi. C'est plus le processus. Non, et je viens de dire un truc, c'est une opportunité. C'est pas moi qui vais enclencher quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va se présenter à moi, et dire là, ça c'est ok. C'est comme par rapport à la rupture physique. Je bossais, alors c'était la fin de vie d'étudiant, tout ça. Je bossais dans tous les bars de Marseille, les boîtes de nuit. J'avais un rythme de vie un peu too much, avec l'hygiène de vie qui va à côté, qui était pas top. Et là le corps a sauté,
université, je suis alité, et d'un coup on me dit, voilà, par le biais de la musique, parce que je faisais un peu de musique, on va créer une association, on va faire de l'animation musicale, c'est un truc qui va moins te solliciter le corps, est-ce que tu veux aller là-dedans? Et en fait, les gens qui m'ont proposé ça, c'est des gens confiants. Et en fait, voilà, j'ai suivi plus quelque chose, j'ai suivi une proposition, un truc qui venait à moi, plutôt que moi avoir enclenché quelque chose. Il y a une espèce de... un espèce de laisser-aller qui est là, finalement, de lâcher prise. Moi, j'aime bien ne pas prévoir et de voir un peu ce qui va se présenter. Donc, est-ce que les ruptures ouvrent des portes? De fait. Tu changes de... oui. Ça vient casser les fondamentaux, le paradigme qui guidait ton quotidien pète. Donc la manière dont tu regardais les lunettes que tu avais ne fonctionne plus. tu les poses et d'un coup tu regardes les choses un peu autrement. Et du coup, c'est... La rupture crée le changement, crée l'ouverture. Et du coup, est-ce que tu dirais, alors par rapport à tout ce que tu nous dis depuis le départ, que finalement il y a une première phase de rupture où on essaye de forcer les choses, on essaye de rattraper, on se raccroche aux branches, de contrôler un peu. Contrôler, et il y a cette phase où on lâche. Et c'est là qu'il se passe des choses en fait. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est pour revenir sur l'histoire peut-être de la vie de couple, c'est qu'à un moment donné, un peu dans le schéma, j'aime pas du tout dire ça parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir une vie si conventionnelle que ça non plus dans ma vie de couple avec la mère de mes filles, mais quelque part de vouloir un peu tout contrôler. Tu vois, être dans un schéma, t'as une maison, t'as des enfants, des projets, des trucs, on parle des vacances, et de maîtriser les moments où on va partir en vacances avec, d'organiser, de planifier et du coup de pas laisser trop de place à l'aléatoire, à l'imprévu, au nouveau. Même si on le laissait ça, mais je crois que ça devient dominant. Au bout d'un moment, là, c'est comme si la machine avançait et hop. Et dès qu'il y a la machine était lancée, et un caillou arrive et des fois le caillou il pète dans les engrenages et ça avance, mais des fois ça fait dérailler la machine, ce qui a été le cas là. Ok. On arrive déjà à la troisième partie, hein, et François va nous donner les consignes de ce magnifique tirage divinatoire. Petite virgule. Merde, pourquoi tu dis ça? Alors, c'est quoi le principe de... Là, on est sur l'après, donc c'est un après... toi, tu es déjà dedans, on en parle déjà, mais l'idée maintenant, c'est d'utiliser des cartes. On va en prendre différents types à chaque fois, donc pour essayer d'aller réfléchir à ce qui se passe après ta rupture, ce qui se passe maintenant pour toi aussi. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes, François, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va sur un tirage, 3 types de cartes. Il va y avoir juste une photo, juste un mot et une question. Et on va voir un petit peu en quoi tout ça pourrait te guider dans ton avenir, ou est peut-être déjà présent d'ailleurs. Je te laisse piocher à chaque fois dans un de ces 3 paquets. Un de ces 3 paquets, pardon. Il est en train de tirer 3 cartes. Voilà. Hop. Une première carte avec une question, une deuxième carte avec un mot, et une troisième carte. Hop, avec une photo. Alors qu'est-ce que tu as, Lionel? Alors, ce qui saute aux yeux, c'est la photo. On dirait une photo avec le visage. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est un garçon ou une fille, mais qui a l'air heureux de crier. Je l'imagine dans un festival et en train de lâcher prise et crier et d'être assez satisfait du moment qu'il est en train de vivre. Ok. La carte où il y a un mot, c'est maintenant. Ok. Et la question qui m'est posée, c'est quelles sont mes compétences? Que dois-je faire, docteur? En quoi ça vient questionner ton avenir, peut-être, ou cette phase de l'après-rupture? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que ça vient résonner? Oui, alors le demain et maintenant, là je suis un peu en conflit avec faut penser à demain sur maintenant
Ça veut dire être dans le carpe diem, du coup, peut-être être toujours, essayer de le plus, je dirais, et ça me va bien comme schéma de pensée, comme projection. Peut-être dans l'instant présent. Rester dans, rester connecté, alerte et vivre et apprécier, être satisfait, enfin jouir dans le bon sens du terme. C'est pas, c'était vraiment voilà. Donc, si demain peut être comme maintenant, et là je suis, pour parler clairement avec vous, et dans une situation, la rupture, et qui est déjà les ruptures et la dernière qui a été douloureuse, je pense passée, et encore en digestion, mais en fin de digestion, je vais bien. Donc cet état dans lequel je suis aujourd'hui, je veux bien qu'il perdure, il me plaît bien. Et ouais, je me vois bien faire la bringue là assez régulièrement, alors une bringue constructive. Mais voilà. Et donc ouais, non, là ce que je reçois, c'est quelque chose de positif et enjoué. En plus, je vois du monde derrière. C'est une personne qui fait la fête, qui est pas seule, qui a l'air dans un contexte social assez riche. Moi, c'est ce à quoi. Alors j'ai toujours je fais un petit écart, mais je me suis rendu compte, peut-être avec les choix de vie, de couple, de famille construits, à un moment donné, on se replie un peu sur... j'ai eu l'impression, en tout cas moi, de me replier un peu trop sur mes besoins à moi, perso, ceux de ma famille, des enfants, et d'être dans un truc assez cocon, assez contenu, assez fermé, et du coup qui a peut-être un peu limité mon espace de pensée dans quelque chose, elle est assez égoïste, mais égoïste au sens famille, pas juste moi perso. Et là, j'ai vraiment envie d'être dans une autre dimension un peu plus ouverte, beaucoup plus altruiste et beaucoup plus sociale. M'investir dans, sur la vie de la ville, sur des projets associatifs, culturels, musicaux, enfin, d'être avec les autres, faire société et être, j'ai envie c'est un peu mon avenir, j'ai envie de le consacrer un peu à ça. C'est-à-dire qu'une des opportunités que te permet ta dernière rupture, c'est une ouverture vers une nouvelle ouverture, peut-être vers les autres, une réouverture. Ouais, et c'est surtout, j'ai l'impression d'avoir les bons aujourd'hui, les bons ingrédients pour être heureux et dire que je vais bien. Je me sens assez fort, solide psychiquement, et j'ai envie de le partager. Et maintenant, j'ai envie d'être fort à plusieurs. J'ai envie que nous soyons. Enfin, c'est désolé, c'est presque un peu biblique ce que je peux dire, mais j'ai envie d'avoir. Je me sens dans une dynamique assez positive. J'ai envie de la faire rayonner, de la partager et d'accompagner ça. Et donc tu présentes une candidature à la mairie de Lille, c'est ça? Voilà, c'est mon petit coming out dans ce soir. Pas du tout. Non, j'aime bien rester dans l'ombre, tout ça sur le plan. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais partager, aider, accompagner d'autres dans des projets. J'ai l'impression depuis quelques semaines faire pas mal de rencontres avec des gens du coin qui veulent porter des projets et en fait j'ai l'impression qu'on nous sommes beaucoup à avoir un peu les mêmes envies, les mêmes ambitions, ambitions, j'aime pas ce terme, mais en tout cas les mêmes projections et que il faut qu'on soit solidaires et je pense qu'on sera plus fort et on pourra être plus fort et plus heureux à plusieurs que chacun dans notre petit coin. C'est ce que j'ai envie de... Voilà, je pense que c'est peut-être que la rupture m'a amené à regarder un peu plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Dans tout ce que tu nous dis là, ça fait appel visiblement à plein de compétences. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Quelles sont mes compétences ? C'est difficile de toujours parler de ça, compétences. Voilà, c'est toujours... Dans la bringue constructive. Dans la bringue constructive. Ouais. Non, alors je pense compétences. Je sais que je suis très curieux sur le plan positif du terme. Je m'intéresse à beaucoup de choses, à l'autre, mais aussi à apprendre. J'ai envie d'apprendre. Apprendre par moi-même et apprendre des autres. Transmettre, je pourrais transmettre tout ce que je sais. Après, j'ai pas l'impression. Pour pouvoir transmettre, il faut avoir, je pense, des connaissances bien assimilées, construites. Dans le cadre de la musique, à un moment donné, je pensais être un bon musicien. J'ai essayé de donner des cours de piano et tout ça. J'ai pu, mais je me suis rendu compte que j'étais un peu limité dans ma transfert parce que peut-être que mes acquis étaient pas si solides que ça. Pour pouvoir transmettre, il faut avoir des acquis assez solides. Donc transmettre, tant mieux si je
peux transmettre certaines choses, mais ça va pas être ma démarche initiale. Mais ouais, non, c'est plus Ton énergie. Ouais, donner de l'énergie. Je me sens assez souvent infatigable, inépuisable et j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. On me reproche des fois d'avoir un peu trop d'idées, de changer de plan à rigueur. Mais voilà, partager tout ça. Un côté créatif, je pense qu'il peut être assez positif à tout ça. Voilà. Et est-ce qu'on peut en savoir plus, sur la bringue constructive? Franchement, ça m'intéresse. La bringue constructive? Ouais. On parlait tout à l'heure de lâcher prise. À quel moment, dans quel contexte j'ai dit ça? Tu regardais la photo en voyant ce jeune homme ou jeune fille, effectivement, c'est pas grave, très heureux, et tu te dis voilà, je rien à faire des bringues, mais plutôt des bringues constructives. À quoi tu penses exactement? Alors pourquoi? Alors déjà, la fête pour moi c'est un endroit qui réunit, qui fédère de base, et j'ai l'impression que un peu comme les périodes des carnavals, sont des moments où les gens au final ils extériorisent beaucoup de choses, ils viennent exprimer des choses, des parties d'eux qui ne sont peut-être pas facilement acceptées d'eux-mêmes, une forme comme si tout le monde était un peu dans le contrôle et dans les réserves, et que sur les fêtes et les carnavals, il y a une forme de libération, une expression de soi qui est pour moi construite. Quand tu es face à quelqu'un qui est lui-même, tu avances plus vite que quand quelqu'un qui est un peu dans le contrôle, dans la réserve. Donc la bringue constructive serait peut-être dans ce sens-là, c'est de dire on fait la fête ensemble, mais pas pour oublier, pour s'oublier, c'est pour construire, pour partager, pour montrer que le vivre ensemble est possible et cool, quoi. Et surtout ça. C'est pas chacun dans son coin, c'est être ensemble et être heureux ensemble. Ça serait ça. Ok. C'est beau, tout un programme. C'est tout un programme. Du coup, moi je vais rebondir à nouveau sur cette question parce qu'elle me plaît beaucoup. Quelles sont mes compétences, et sans aller finalement dans le détail, et est-ce que il n'y a pas un message dans tout ça de se dire qu'après une rupture, une des clés c'est de se tourner vers ses compétences pour être soi. Ouais, mais c'est une étape qui est complexe, et moi je sais que j'ai eu besoin d'accompagnement là-dedans, parce qu'en fait la souffrance qui suit la rupture, on perd confiance en soi. Il y a un moment donné de doute, d'insatisfaction et on se regarde. Et essayer de retrouver ses compétences et dire bon, maintenant son nouveau souffle de vie, et se refaire confiance pour avancer. Waouh, cette étape-là elle est complexe. Et on peut s'y perdre un peu. Moi, je sais alors, il y a eu de très bons amis qui ont permis de papoter, d'avancer, de cheminer pour être dans l'acceptation de ce qui est en train de venir. Mais après, se redonner des forces et des outils pour redevenir un peu puissant, dans le bon sens du terme, fort et prêt à relancer la machine sur un nouveau souffle de vie, pour pouvoir ça c'est une étape complexe. Moi j'ai été accompagné, j'ai vu psychiatre, psychologue, des petites démarches thérapeutiques un peu atypiques aussi qui étaient très intéressantes. Je conseille moi je crois en cette médecine là, si je peux faire un petit clin d'œil alors je pense pas que ce soit le lieu pour nommer le thérapeute, mais faire un accompagnement thérapeutique sur le microdosing, autour des psychotropes en microdosing. J'ai trouvé ça une ouverture d'esprit, un accompagnement thérapeutique très riche, très très bien, et pas du tout qu'on pourrait fantasmer comme quelque chose de violent. C'est pas une démarche chamanique avec des révélations ou quoi. C'est vraiment un processus doux, agréable, et qui était assez riche, qui m'a permis de retrouver mes compétences, je pense. Super. Wow. La mission touche à sa fin, on arrive vers la fin de l'émission. Lionel, tu as un mot de conclusion ou tout a été dit? Non, à vous, j'ai envie de dire merci pour ce genre de démarche et de proposition que vous faites, parce que même si
je pense, à avoir cheminé déjà sur toute cette question-là depuis un moment, d'avoir bien avancé, de prendre le temps d'expliquer, de verbaliser tout ça, ça remet encore de la lumière et ça repose les choses encore plus. Je pensais que les choses étaient déjà claires en moi, mais je pense que le fait de verbaliser de certaines choses les pose et c'est comme des petits sédiments là au fond d'une rivière là qui viennent. Donc j'ai l'impression que ça vient continuer ce processus là d'avancement autour de la problématique des ruptures. Donc chouette projet les gars sur ce truc. Eh ben merci, Blabberman qui veut traiter le cœur des hommes. On se retrouve pour la prochaine et dernière émission de l'année 2025, juste avant Noël, donc voilà, juste avant les vacances de Noël. Merci François. Merci Pascal et merci Lionel. Merci Odile pour la Merci technique et bonne soirée à tous sur Fréquence Mistral. Merci, à bientôt.